L'idée, c'est de passer en revue, au regard de la crise évidemment qui nous a frappés, de passer en revue les décisions envisagées maintenant face aux difficultés, notamment difficultés économiques. Je vais juste faire en guise d'introduction quelques rappels avec une première ligne directrice, un rappel d'évidence, mais qui mérite néanmoins d'être fait, c'est que les modalités de traitement des difficultés des entreprises, qui historiquement, on le sait, étaient la sanction d'une défaillance, ont évidemment évolué depuis quelques décennies quand même désormais, pour constituer une boîte à outils de gestion des entreprises confrontées à des difficultés. Or, la crise sanitaire a évidemment renforcé cette perspective. Autre ligne directrice, c'est que naviguer les eaux qui sont troublées par la pandémie nous amène à distinguer trois temps distincts, et ça sera d'ailleurs le découpage retenu dans ce webinaire. Trois temps distincts. Le premier étant la réaction immédiate qu'il a fallu apporter. Deuxième temps étant l'atterrissage, l'atterrissage qui est à maîtriser, qui est la période actuelle, le temps présent, et nous entendons par atterrissage cette période durant laquelle des premiers éléments de certitude apparaissent qui permettent de poser les premières briques du rebond ou de la réorganisation et de la reprise d'activité. Donc, quelles mesures sanitaires il faut mettre en place, comment est-ce qu'on peut ouvrir des commerces, comment est-ce qu'on peut reprendre une activité de production. Et donc, cette phase d'atterrissage est celle que nous vivons aujourd'hui. Donc, il faut retenir, donc, ce sont les premiers éléments de certitude dans un environnement qui demeure tout de même marqué par beaucoup d'incertitudes. Et puis, troisième temps, la croissance comme horizon, le rebond à moyen et long terme. Alors, c'est précisément la grille de lecture qui a été développée par Deloitte depuis le début de la crise, avec son approche Respond, Recover, Thrive. Et si nous plaçons, nous, ce webinaire sous le signe de cette approche, c'est parce que nous sommes convaincus que le moment présent doit nécessairement se préoccuper du futur, cette idée qu'on fait les choix d'aujourd'hui pour demain. Ça implique évidemment d'adopter une approche large, un regard à 360 degrés, une approche holistique. Tous les aspects sont concernés, d'où les intervenants qui vont permettre d'envisager tant des éléments juridiques, opérationnels que financiers. L'objectif et l'objet de ces interventions, c'est d'identifier les tendances. Donc, je terminerai par trois remarques rapides. Première remarque, le constat aujourd'hui, c'est celui d'une vague à venir. Grandes entreprises, ETI, PME, aucune entreprise ne sera épargnée. L'horizon est sans doute effectivement septembre prochain, la rentrée. Et quelle que soit la résilience de nos économies, il va y avoir des licenciements, répercussions sur la consommation. Il y aura des secteurs à l'arrêt, d'autres à transformer et d'autres enfin en croissance. Le commerce international est affecté. Évidemment, tout ce qui concerne les chaînes logistiques est impacté directement. Donc, un monde économique marqué par les incertitudes et, point important, une grande variété de situations. Deuxième remarque, le repli de l'économie est inévitable, mais son ampleur discutée. Vous êtes tous sans aucun doute au courant, vous avez vu les prévisions publiées hier, 8 juillet, par l'INSEE, qui a donné une perspective un peu moins alarmiste que celle que l'on entendait, puisqu'elle vise, dans l'hypothèse d'une reprise forte en fin d'année, un repli du PIB français de l'ordre de 9%. Alors évidemment, c'est à mettre en perspective avec d'autres pronostics qui étaient bien supérieurs, de 12 à 14%, et c'est à comparer sans doute avec les 4% de perte du PIB en conséquence de la crise de 2008. On a ici d'ailleurs deux grands marqueurs de la peur, de grands indices de la peur, la crise financière de 2008 et la crise de 2020 sanitaire, la crise sanitaire de 2020. Troisième et dernière remarque, il faut intégrer à toute tentative d'anticipation les prévisions par zone, la zone euro, la zone franc. En insistant sur ce point, c'est parce qu'il faut bien comprendre que l'hétérogénéité des impacts est un trait caractéristique de la crise qui commence, et elle interdit des généralisations, elle interdit des formules de solutions faciles. Prête à l'emploi, ça ne sera certainement pas possible dans le cadre qui arrive et qui est déjà là. Alors, pour évoquer ces aspects, trois experts, deux de Deloitte Financial Advisory et un de Deloitte Legal Taj, cabinet d'avocats.
Jean-Pascal Beauchamp, tout d'abord, responsable de la pratique restructuring financier, associé de Financial Advisory de Deloitte depuis 25 ans. Il a une expérience que l'on peut dire duale, puisqu'il a d'abord acquis son expérience professionnelle auprès d'administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires. On est en lien direct effectivement avec notre sujet. Claudio Molinaro, ensuite, également associé Financial Advisory de Deloitte. Il s'occupe de la pratique M&A opération. Là encore, parcours dual, puisque plus de 10 ans dans le conseil, plus de 7 ans dans l'industrie, et puis plus de 11 ans à s'occuper des transformations complexes et du retournement opérationnel. Et puis enfin, le juriste de la bande, Arnaud Pedron, avocat spécialisé dans les difficultés des entreprises au sein du cabinet de Deloitte Legal Tâche depuis une vingtaine d'années, qui lui aussi a une expérience que l'on peut dire duale, puisqu'il a commencé sa carrière auprès d'administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires. Alors, 3 temps. Premier temps, la réaction. Je vais poser une première question à nos 3 intervenants. Quels sont les éléments marquants de la réaction qui ont été apportés dans un premier temps, puisqu'il a fallu gérer, sans doute dans un état de sidération, un chamboulement complet de la marche du monde. Cet aspect est partiellement derrière nous, partiellement. On a entendu, et je pense que vous avez tous entendu d'ailleurs ce matin ce que disaient les autorités sanitaires, avec quand même tout de même des risques de reprise et donc des risques de reprise de mesures de lutte contre la pandémie. Néanmoins, une bonne partie de cette première réaction est derrière nous. Que faut-il et que peut-on en retenir? Et je vais me tourner vers Jean-Pascal tout d'abord sur les aspects financiers. Bien, merci Arnaud. Et sur le plan financier, alors, on se repositionne donc un petit peu derrière nous, hein, pas très très loin, pour appréhender ce qui s'est passé. La réaction a été clairement marquée et ce qu'on a pu appréhender, tu as utilisé le mot de sidération. Effectivement, on a vu tous les acteurs se sont figés, tout s'est grippé, tout s'est arrêté pendant un moment et pour beaucoup plus longtemps qu'un simple instant de raison. Sur le plan financier, ça s'est traduit par un gel de tous les paiements. Et le constat qu'on a pu faire ou le retour sur le terrain qu'on a pu remarquer à travers un certain nombre de calls experts avec la plupart des clients de Deloitte, c'est qu'on a pu identifier tout un panel de comportements en réaction qui vont du plus extrême d'un côté à celui qui, par surprudence, arrête de tout payer, bloque tous les paiements, et celui qui, l'autre comportement à l'autre bout de la chaîne, qui, en justifiant d'une trésorerie plus confortable et plus positive, adopte un comportement solidaire de continuité des paiements vis-à-vis de ses fournisseurs. Voilà, donc ça, c'est l'approche en termes de comportement. Maintenant, la plupart des entreprises ont sollicité ces aides et il faut classifier ces aides de 2 manières. On a les aides, que je vais qualifier les aides cadeaux, c'est-à-dire qui se caractérisent par aucun remboursement. Et par là, je veux parler évidemment des mesures d'activité partielle, plébiscitées avec 13,5 millions de salariés en France financés par l'État. C'est colossal et c'est une première. Je veux parler également des exonérations de taxes sociales, enfin des exonérations sociales patronales. Et puis, je veux parler également, sans faire toute la liste, des fonds de solidarité pour les TPE. Deuxième type d'aide dans la classification, on a les aides donc cadeaux et puis on a également les aides à différer de remboursement. Là, je veux parler des reports d'échéances sociales et fiscales avec les premiers remboursements à engager ou à anticiper dès juillet et septembre. Je veux parler des reports d'échéances bancaires ou de prêts BPI. Je veux parler des aides régionales. Je veux parler également des reports de loyers, bien qu'il n'y ait pas eu de cadre légal pour encadrer tout cela. Et puis, je veux surtout évoquer les prêts garantis d'État, hein, quelques chiffres sur ces PGE qui ont fait couler beaucoup d'encre. Une enveloppe de 300 milliards mise en place par l'État. Au 7 mai, 94 milliards demandés et 67 milliards seulement accordés. Là, on va retenir simplement, c'est un point important, c'est la notion d'éligibilité aux prêts garantis d'État qui est importante, sachant qu'une fois qu'on est éligible, le taux de refus est extrêmement faible puisqu'il est établi à 2,5%. Donc bien, un rôle vraiment de l'État, on revient, je ne vais pas dire État-providence ni État-aide-soignant, mais on revient effectivement à un rôle très marqué de l'État, un rôle très marqué de l'État. Et si on regarde la ventilation de ces prêts par secteur ou par taille, c'est intéressant. Par secteur, on va voir le secteur de la construction, de l'hôtellerie-restauration, de l'automotive, des transports qui sont extrêmement prégnants. Et puis, la ventilation par taille, et là aussi, c'est intéressant pour en retirer quelques lignes directrices. 50% des PGE ont été accordés à des TPE,
33% à des PME, 10% à des ETI et 7% à des grandes entreprises. Je vais éliminer les TPE parce que le risque pour les banques est extrêmement atomisé et en général, ça ne pose pas de difficulté. Je vais éliminer les grandes entreprises parce qu'il y en a moins, mais les montants sont plus importants et le sujet est souvent politique. Et en revanche, là où le bas blesse, et c'est toujours le cœur du moteur, si je puis dire, ou le cœur de segment, c'est pour les PME et les ETI, parce que ce sont les entreprises qui emploient le plus de personnes et qui doivent justifier dans un contexte, un environnement économique incertain, le, dire, le besoin, la justification du fait que les difficultés viennent du Covid et ne viennent pas d'avant. Donc, c'est toute la problématique de l'éligibilité. Il est facile de démontrer le besoin, il est beaucoup plus difficile de justifier des capacités de remboursement. Alors, justement, de ce retour de terrain, quel constat, parce que là, effectivement, on regarde sur ce qui s'est passé, quel constat est-ce qu'on peut faire, qui éventuellement, d'ailleurs, pourra aider pour la reprise? Alors c'est un double constat. Le premier point, c'est que la plupart des entreprises, et on en a eu beaucoup qui sont venues nous solliciter, c'est pour demander, je voudrais avoir les aides. Il y a des aides, j'en voudrais. Donc, on utilise un peu les aides, mais totalement à l'aveugle, sans se poser la question, c'est est-ce que le niveau d'aide que je vais avoir si j'ai un PGE à 25% du chiffre d'affaires, c'est suffisant, ça couvre mon besoin ou pas? On ne s'est pas posé la question, c'est je voudrais juste avoir l'aide. Sans se poser donc la question de la réalité du besoin et qu'on s'appelle du facteur temps qu'il faut engager, puisque tant qu'à demander un PGE, il faut soumettre un prévisionnel et puis il faut engager effectivement ce cadre temporel. Ça, c'est le premier point. Le deuxième constat, et qui est quand même assez surprenant, et je vais parler d'outils, ce sont les outils qui sont nécessaires pour pallier au manque de visibilité et à cette incertitude. Il y a deux types d'outils, un outil de prévision court terme pour gérer le cash et un outil de prévision moyen terme. Et soit le premier, c'est-à-dire l'outil de prévision court terme, il existe, mais totalement inadapté à cette situation-là, qui était aussi une première. Soit l'outil de prévision moyen terme, et là, il est soit inexistant, soit totalement inadapté. Donc, on a quand même un niveau d'équipement en France des entreprises qui est assez faible. Et je vais parler sur les différents calls qu'on a pu faire de rencontres d'entreprises. Je vais évoquer une entreprise sur 4 à peu près bien équipée. Franchement, c'est quand même assez insuffisant. Donc, le constat, c'est que la plupart des entreprises ont utilisé les aides, se sont mises sous perfusion, sans appréciation des capacités de sortie de cette phase de crise et sans les bons outils de gestion du cash. Aujourd'hui, si on regarde un peu la situation et avec l'étude Deloitte Altares que l'on fait sur des défaillances d'entreprises, qu'est-ce qu'on constate? On ne constate pas une hausse marquée des défaillances d'entreprises, donc ça, c'est un signal fort. Il est plutôt faible, mais il y a des raisons pour cela. Arnaud Pédron évoquera le sujet sur le plan juridique, mais sur le plan financier, les premiers remboursements vont arriver à partir de juillet, septembre. Donc, c'est à partir de là qu'on va gérer. En revanche, en termes de signaux faibles, on a l'inverse, on a des signaux faibles qui sont plutôt assourdissants. Et là, je veux parler de l'information que l'on a sur le marché et de la hausse massive des licenciements. Bruno Le Maire évoquait plus 800 000 licenciements à venir sur la fin de l'année. Voilà. Et alors, du coup, avec ces retours d'expérience et ces constats, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Parce que sans doute de cette expérience, on peut tenir des éléments pour l'avenir. Oui, alors c'est toujours plus facile de le dire après qu'au moment, donc on ne jette pas la pierre aux entreprises. Mais ce qu'il aurait fallu faire, oui. Premier point, c'est déployer une culture interne dédiée au cash. Vous vous souvenez tous de cet adage cash is king. Il est totalement obsolète aujourd'hui parce que c'est plus suffisant. Le vrai nouvel adage, ça va être cash is the emperor, c'est-à-dire le cadre au-dessus. Enfin, il y a une promotion pour le cash. Voilà, donc déployer une culture interne, avoir une cellule de crise avec une composante financière, légale, logistique, supply chain et évidemment ressources humaines. 3, partir d'une comptabilité totalement mise à jour pour pouvoir avoir un socle solide pour pouvoir bâtir tous les scénarios possibles. 4, sécuriser sa trésorerie avec un état des lieux sans concession de la réalité de son cash-cash. Hein. Je ne vais pas parler des choses un petit peu aléatoires. Savoir combien de temps on peut tenir avec son cash disponible, c'est déjà un premier indicateur. Établir un plan de trésorerie à 13 semaines avec un suivi hebdomadaire pour voir si l'outil est bien étalonné ou pas. Une revue des CAPEX est absolument nécessaire pour savoir qu'est-ce qu'on continue de financer ou qu'est-ce qu'on met en suspens. Des tests d'insolvabilité pour savoir si on est en état de cessation des paiements de manière à préserver la responsabilité managériale ou actionnariale. Et puis le dernier point, c'est renforcer, après avoir sécurisé cette trésorerie, la renforcer en actionnant toutes les mesures d'urgence, mais avec une vision claire de là où on va et de la nature des besoins. Est-ce que 25% de chiffre d'affaires en plus, 25% de prêts
obtenu, ça me permet de franchir le gué en toute tranquillité, ou au contraire, je ne saute et je n'atterris qu'au milieu du gué. Quel cas, c'est pas suffisant. Tout ça pour pouvoir se préparer à sortir de cette phase-là et se préparer à la seconde phase qui sera la phase d'atterrissage. Alors justement, merci Jean-Pascal. Alors justement, de ce point de vue-là, ça veut dire qu'il y a des questions opérationnelles qui se sont posées dans ce premier temps. Et donc, je pose la question à Claudio. Qu'est-ce qu'on peut retenir effectivement de cette première phase d'un point de vue opérationnel? Merci Arnaud et merci Jean-Pascal. Alors, effectivement, Jean-Pascal, la liste de choses à faire finalement que tu viens de dresser aurait pu être faite de manière exhaustive, de manière parfaite par toutes les entreprises, ça aurait été idéal. En réalité, comme tu l'as dit en introduction Arnaud, il y a eu un moment de sidération. Et dans la sidération, tout ça n'a pas forcément été fait. Alors, qu'est-ce qu'on a vu concrètement sur le terrain d'un point de vue opérationnel? On a vu un état de sidération alors pour le coup, moi, j'ai jugé assez court finalement. J'ai trouvé que nos clients, les entreprises de manière générale, ont été très vite dans la réaction et ont mis en place très rapidement un certain nombre de choses. Alors, pas de manière exhaustive et complète, mais en tout cas, tout de suite, on a été tourné vers l'action. Cette action a été bien souvent d'arrêter ou de geler beaucoup de choses. Donc, c'est un petit peu les deux mots que je retiendrai. Sidération, certes, mais courte, et gel, qui lui, pour le coup, est long, voire très long, puisque on y est peut-être encore, et on y viendra en parlant de la phase dans laquelle nous sommes maintenant. Alors, si on se remet à l'époque dans cet état de sidération, rapidement, tout le monde a quand même mis en place une cellule de crise. Alors, à l'échelle des entreprises différentes, de cultures différentes et de tailles différentes, mais globalement, les comités de direction resserrés se sont créés pour gérer les urgences, gérer la communication interne, la communication externe, arrêter quand il fallait les chantiers, les usines, les activités commerciales, ou au contraire les maintenir pour les secteurs qui étaient autorisés à rester ouverts. La mise en place du télétravail, c'est quelque chose également qui aurait été probablement impensable il y a un an, et en réalité, aussi bien les salariés que les entreprises sont passés au télétravail finalement de manière presque un peu surprenante, plus facilement qu'on ne l'aurait pensé. Et puis, il y a eu des gels. Alors, des gels des dépenses discrétionnaires. Alors, les gels des voyages, c'était facile puisque la plupart d'entre nous étions confinés, mais les gels des recrutements, les gels de l'intérim, les gels de CAPEX. Et donc, globalement, une phase d'arrêt qui a été finalement assez rapide. Dans cette phase-là, bien entendu, des dizaines, des centaines de questions très opérationnelles se sont posées et globalement, des accords ont été trouvés entre les clients, les fournisseurs, les syndicats, les salariés. Finalement, il y a eu une assez bonne gestion des tensions qu'il y a pu y avoir. Alors, moi, ce qui me semble, c'est que globalement, on a assez bien géré cette phase. On a évité le point de crise un peu paroxystique, ou le point de non-retour, où une crise bascule dans quelque chose qui devient ingérable. Et finalement, il y a eu ce temps de la réaction qui, pour moi, a même été parfois une surréaction. Alors, pourquoi je parle de surréaction? Parce que on a tendance un petit peu à l'oublier, mais bien souvent, dans cette période, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des annonces présidentielles, des annonces gouvernementales, et puis, parfois, pendant 3, 4, 5 jours, l'attente de textes, d'ordonnances. Alors, je pense qu'Arnaud en parlera sur l'aspect du droit, mais c'est vrai qu'il y a eu des décalages entre les annonces d'un côté, ce qu'on entendait en tant que salarié et chef d'entreprise dans la bouche de nos gouvernants, et puis finalement, comment c'était transcrit dans le droit. Et, un exemple qui était quand même très frappant, c'est l'arrêt d'un certain nombre d'activités qui étaient tout à fait autorisées à rester ouvertes. On peut penser au réseau de blanchisserie, on peut penser aux opticiens, qui sont toutes des activités qui ont fermé, ils ont fermé les rideaux, alors que quelque part, ils étaient dans la liste des secteurs autorisés dans l'ordonnance du 23 mars. Et donc finalement, on a été dans une phase de surréaction, on a surinterprété les annonces, on a pris des mesures parfois beaucoup plus drastiques que ce qui aurait pu être nécessaire. Et peut-être que ce faisant, on a accentué encore un peu plus la crise de la demande et la crise de l'offre dans laquelle nous sommes depuis. Voilà, donc globalement, les mesures ont permis de tenir le choc.
mais avec cet effet de surréaction probablement très néfaste. D'accord, merci Claudio pour cette première approche, donc réaction sur l'opérationnel. Et je me tourne maintenant vers Arnaud Pédron. Et comment est-ce que le droit est intervenu dans cette première phase? Alors, en fait, le gouvernement a rendu plusieurs ordonnances dans des délais très records. Là, il y a eu une réaction très rapide. Je ne vais pas faire le panel de toutes les ordonnances. Celle sur laquelle je vais me focaliser, c'est celle qui concerne le droit des entreprises en difficulté, et notamment l'ordonnance du 27 mars 2020, qui, en fait, a été rendue pour adapter de manière temporaire le droit des entreprises en difficulté au contexte de la crise sanitaire. Et l'objectif de cette ordonnance, c'est de gérer l'urgence pour que les entreprises puissent permettre de surmonter cette crise. Et c'est en fait la suite des instructions du président Emmanuel Macron. On se souvient de son discours, l'état de guerre, et il avait bien précisé qu'il n'y aurait pas de faillite durant l'état d'urgence. Donc, cette ordonnance a été rendue dans des délais très records, puisqu'on a été confiné le 17 mars et l'ordonnance a été rendue le 27 mars. Et pour moi, cette ordonnance, il y a 5 mesures phares dans cette ordonnance. Je vais y revenir en détail. La première, c'est la cristallisation de la cessation des paiements. La seconde, c'est une adaptation aux contraintes matérielles du confinement, la gestion des audiences, des tribunaux. La troisième, c'est la prolongation des délais. La quatrième, c'est donner une priorité aux procédures de prévention des difficultés. Et la cinquième, c'est le traitement des créances salariales. Donc, concernant la première mesure, qui est pour moi la mesure phare et qui est une vraie innovation, c'est la cessation des paiements. Et cette cessation des paiements qui, en fait, dicte si l'entreprise est ou non en faillite et si elle peut faire l'objet d'une procédure collective, sachant que la cessation de paiement, c'est un actif disponible qui permet de couvrir un passif exigible, qui ne permet plus, pardon. Cette cessation de paiement a été cristallisée au 12 mars, ce qui veut dire qu'en fait, quelle que soit la situation de l'entreprise après le 12 mars, on se reporte toujours au 12 mars pour voir si l'entreprise est en cessation des paiements. Et donc, cette mesure, en fait, elle a 2 objectifs. La première, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de prévenir des faillites en masse. Et donc, de prévenir des cessations d'activité de plein d'entreprises et d'éviter un marasme et donc un cataclysme au niveau faillite, au niveau en France. Et du coup, ça a permis aussi aux entreprises de pouvoir utiliser des outils de prévention, qui sont par exemple le mandat ad hoc, la conciliation ou la sauvegarde, où il ne faut pas être en cessation de paiement ou depuis peu, de pouvoir utiliser ces outils, puisque la cessation des paiements, elle est cristallisée au 12 mars. Donc, peu importe la situation, les entreprises ont pu utiliser ces outils de prévention au lieu d'avoir des outils coercitifs comme le redressement ou la liquidation judiciaire. Arnaud, c'est toujours le cas, d'ailleurs. Oui, tout à fait, c'est toujours le cas, puisqu'en fait, on est encore dans l'état d'urgence sanitaire jusqu'à demain, et ces mesures vont durer encore plusieurs mois après le 10 juillet. Le deuxième objectif, à part protéger les entreprises, c'est de protéger les entrepreneurs et les dirigeants. C'est-à-dire qu'en fait, on ne voulait pas qu'ils soient sanctionnés pour avoir déposé le bilan tardivement. Et avec ce fameux délai de 45 jours, du coup, il ne s'applique plus, il n'y a plus cette épée Damoclès au-dessus des dirigeants. La deuxième mesure, c'était d'adapter, c'est très concret, c'est d'adapter la gestion des procédures, des tribunaux avec le confinement. Donc, en fait, c'est ce qu'on a vu, c'est la dématérialisation de la communication avec le greffe, avec le tribunal, avec l'administrateur judiciaire, avec le mandataire judiciaire, avec les fameuses visioconférences. Donc, ça a un petit peu marché et on a pu gérer l'urgence avec cette dématérialisation. La troisième mesure, c'est la prolongation des délais. Il y a par exemple une prolongation automatique de tout ce qui est période d'observation. Donc, la durée des procédures a été automatiquement prolongée pour se laisser le temps. Au cas par cas, le président du tribunal pouvait allonger les délais qui s'imposent aux organes de la procédure. La fameuse conciliation, qui est un outil de prévention de difficultés, a vu sa durée multipliée par 2. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit uniquement 5 mois, on a rajouté 5 mois. Donc, une conciliation peut durer 10 mois. Et en plus, on peut ouvrir une conciliation alors qu'on en a déjà ouvert une autre, alors que normalement, il fallait attendre 3 mois. Donc, ce délai de 3 mois a été supprimé. Par exemple, aussi pour les plans… On a mis beaucoup de flexibilité dans un droit qui était considéré comme très rigide à ce niveau-là. Tout à fait, c'est de la flexibilité, se laisser le temps, adapter ce droit effectivement un peu rigide à la crise.
Et on a voulu aussi également sauver les plans de sauvegarde et de redressement des entreprises en allongeant cette fois-ci cette durée de 3 mois automatiquement. Et après, cette durée pourra être prolongée par la suite de 5 mois ou d'1 an, on en reparlera encore après. Il faut aussi préciser un point, c'est qu'il y a une autre ordonnance qui a permis de prolonger les délais, une ordonnance un peu générale, et ça permet aux créanciers notamment d'éviter la forclusion, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus le risque de déclarer leurs créances de manière tardive ou de revendiquer leur propriété de manière tardive. La 4e mesure, et c'est l'avant-dernière, je vais être très rapide, c'est donner la priorité aux mesures de prévention. Je l'ai déjà dit, mais c'est mandat ad hoc, conciliation et sauvegarde. Ce sont vraiment les outils qui ont été privilégiés durant l'état d'urgence sanitaire. Et la dernière mesure concerne les salariés, c'est-à-dire qu'on a voulu que le traitement de prise en charge des créances salariales, c'est-à-dire les salaires qui ne sont pas payés, les indemnités de licenciement qui ne sont pas payées, soient pris en charge très rapidement. Voilà. D'accord. Donc là, on voit ces premiers temps de réaction. On voit qu'il y a eu la réaction des entreprises, la réaction du gouvernement, et qu'on a vraiment créé un droit d'adaptation pour répondre à cette crise. Ça nous a permis d'arriver à ce deuxième temps, qui est le temps actuel de l'atterrissage. Alors, à votre avis, là, quels sont les points saillants, les outils utilisés ou les sujets à aborder pour atterrir dans la mesure du possible, pour atterrir en douceur, contenir les difficultés qui sont diverses selon les secteurs, et comment est-ce qu'aujourd'hui on peut aborder les choses. Alors, ma question va être posée tout d'abord à Claudio, parce que là, on voit bien qu'il y a quand même un côté très opérationnel immédiatement. Oui, absolument, Arnaud. Et c'est vrai que, alors, comme tu viens de le dire, l'atterrissage est bien entendu différent selon les secteurs et selon la taille et la nature de l'activité de l'entreprise. Cela dit, si on essaie de tirer quelques grandes règles, quelques grands enseignements de ce qui est en train d'être fait en ce moment, je pense que l'atterrissage a d'abord nécessité de se réorganiser opérationnellement. Alors, ça va de choses très concrètes comme les mesures sanitaires pour à la fois son personnel, accueillir les clients, remettre en route finalement l'ensemble de l'entreprise. Et surtout, je pense quelque chose qui n'est pas toujours très bien fait quand même, remobiliser les salariés. Je crois que ce confinement a été quand même éprouvant à vivre, très difficile. Avec à un moment donné des situations très différentes entre des personnes qui en ont souffert et des personnes qui l'ont plutôt bien vécu, peut-être même parfois matériellement, entre des gens qui étaient bloqués dans des studios et des gens qui étaient à la campagne, entre des gens qui étaient en famille, des gens qui étaient séparés de leur famille. Donc, quelque part, les salariés aujourd'hui éprouvent des choses très différentes et je pense que les remobiliser autour d'une vision stratégique, autour de la raison d'être de l'entreprise, un projet, c'est quelque chose qui, alors même que les nouvelles vont être mauvaises pendant encore de nombreux mois, est absolument nécessaire et n'est pas toujours très bien fait. À côté de ça, la resynchronisation des chaînes d'approvisionnement. Là aussi, c'est quelque chose où il y a énormément de travail, quel que soit le secteur d'activité, qu'on soit dans l'industrie où il faut éviter des ruptures sur des chaînes de production, que ce soit dans la distribution, le retail, où on voit en allant en magasin des ruptures parfois sur des produits de manière un peu inattendue, dans les GSB, dans les GSA. Donc, quelque part, toute la gestion des stocks, la gestion des invendus de l'hiver quand on est dans la mode, chaque secteur a ses enjeux propres, mais partout, globalement, remettre en route l'organisation, réaligner, resynchroniser les chaînes est quelque chose qui va nécessiter beaucoup d'efforts, peut-être même plus d'efforts qu'il en a fallu pour arrêter. Le tout, et je pense que Jean-Pascal y reviendra, dans un environnement où le cash est sous contrainte. Donc, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout redémarrer de manière idyllique et parfaite. Il peut y avoir aussi des enjeux filières. On pense à certaines industries, l'automobile, l'aéronautique, qui partent au secours de certains de leurs fournisseurs stratégiques. On pense à l'industrie pharma qui souhaite, en tout cas dans l'esprit, rapatrier de la production de Chine vers l'Europe. Alors, ça se fera pas. En tout cas, le développement du multisourcing. Donc, voilà, il y a un certain nombre d'enjeux filières qui doivent être traités et qui vont mettre des mois et des mois à être traités. Et enfin, je dirais peut-être un point également de cette phase d'atterrissage qui me semble assez caractéristique, c'est que malgré tout, même si on commence à voir, et c'est la définition de cette phase d'atterrissage, on commence à voir un peu des hypothèses se former, malgré tout, on reste quand même dans une incertitude et dans une difficulté de prévision qui nécessite de développer l'agilité, la réactivité, la flexibilité et le fait de se réajuster constamment et de se remettre en cause constamment.
Le tout avec un principe de précaution quand même, c'est de maintenir une pression sur les dépenses, sur la gestion du cash, comme le disait Jean-Pascal tout à l'heure. Oui, donc là, on voit bien une boîte à outils, enfin une espèce de carte, de cartographie des temps présents, sur évidemment les incertitudes et les chaînes d'approvisionnement. Il est vrai qu'en plus, il y a un aspect qui nous échappe complètement parce que c'est aussi lié au commerce mondial, au commerce international. Et là, pour le coup, quand on voit les nouvelles, on comprend bien qu'il faut faire des scénarios et pas un seul. Avec cette première approche, est-ce qu'on peut distinguer des types d'entreprises en difficulté? Est-ce qu'on peut... Alors, aujourd'hui, concrètement, quand on regarde quand on regarde nos clients et quand on regarde les sujets sur lesquels nous intervenons, on voit que les entreprises en difficulté, finalement, rentrent dans deux types d'entreprises. Il y a tout d'abord des entreprises qui étaient déjà en situation de fragilité avant la crise et dont le ralentissement, finalement, a été accéléré par cette période et qui aujourd'hui se retrouvent en situation de crise de liquidité suite à l'arrêt des encaissements et suite à finalement une accélération de la situation dans laquelle ils étaient. Alors on peut penser à l'automobile où les sous-traitants étaient déjà en perte de vitesse. On peut penser au secteur du voyage et du tourisme qui se remettait à peine de la faillite de Thomas Cook et qui déjà avait de grosses difficultés, de grosses contraintes de cash. Et donc, voilà, il y a tout un pan de l'économie, en tout cas des entreprises qui étaient déjà en situation de fragilité et qui arrivent à un moment où la crise de liquidité devient telle qu'elle arrive aujourd'hui à envisager des cessions ou des RJ ou d'autres procédures collectives. Et enfin, il y a une deuxième catégorie d'entreprises qui, elles, étaient plutôt en bonne santé sur des secteurs en croissance et qui se retrouvent aujourd'hui en crise à la suite directe du Covid et du confinement. Et là, il y a des secteurs entiers, on pense à l'aéronautique, qui était au contraire dans une phase d'expansion. Les entreprises s'étaient endettées pour faire des investissements d'augmentation de capacité, se retrouvent avec des carnets de commandes de moins 30 à moins 50% selon les programmes sur lesquels ils sont. On pense aux entreprises qui organisent des congrès, des séminaires, les entreprises du spectacle, qui aujourd'hui sont face à une crise sans précédent, alors qu'elles ne l'étaient pas avant. Et elles sont aujourd'hui complètement sous perfusion des différentes aides. Alors, à la fois les aides financières dont on a parlé, dont Jean-Pascal a parlé, les aides sociales, le chômage partiel, alors elles tiennent, mais pour combien de temps? Et je pense qu'un des enjeux va être de la sortie de cet état de perfusion. Et une fois encore, ce sera le cash qui risque d'être le juge de paix. Le cash est jamais propre, donc ce qui nous ramène évidemment à la finance. Merci beaucoup Claudio. Donc Jean-Pascal, justement, sur cet atterrissage, regard du financier. Alors, je voudrais juste rebondir sur ce que disait Claudio. Lorsqu'il dit, et c'est parfaitement vrai, qu'aujourd'hui, il faut remobiliser les salariés et permettre de renouer avec le projet entrepreneurial et il faut donner du sens, en fait. Toute la question, c'est de trouver l'adéquation entre la capacité à donner du sens et le tout avec un socle financier qui va conditionner sa réalisation. Donc aujourd'hui, on est exactement dans le moment, c'est le momentum de cette. Quand je dis le momentum, ce n'est pas la seconde, mais sur les 2-3 mois que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, on est exactement dans cette phase numéro 2. Pour moi, cette phase numéro 2, elle est importante parce que c'est celle où on permet de bâtir les hypothèses pour pouvoir passer à quelque chose d'autre, c'est-à-dire une troisième phase. Donc, on est dans cette phase numéro 2. Et l'acteur clé aujourd'hui dans l'entreprise pour bâtir tout ça, eh bien, ça tombe sur les épaules du CFO. Et donc, le CFO aujourd'hui, on peut s'interroger sur, et je serais ravi pour ceux qui sont présents à ce webinaire d'avoir leur témoignage également, mais on peut s'interroger sur les questions qui doivent se poser en ce moment. Pourquoi se pose maintenant et les questions, c'est aussi comment s'équiper du bon outil pour gérer le cash et le BFR de reprise, tout en faisant face à un effet ciseau dangereux qu'il va falloir anticiper, et je vais en parler. Et enfin, il va falloir aussi en profiter, puisque maintenant on sort un peu de chez nous, c'est recréer du lien autour de l'entreprise. Donc, les premières questions que peut se poser le CFO aujourd'hui, c'est est-ce que mon niveau de cash est suffisant pour protéger l'entreprise durant la phase de turbulence? Avec une question, il n'y a pas de réponse, c'est-à-dire dans l'équation, j'ai un trou. Et combien de temps ça va durer? Voilà, l'entreprise opère-t-elle avec le juste niveau de BFR? Est-ce qu'il est possible de réduire les composantes de ce BFR sans impacter la profitabilité?
Et puis, est-ce que j'ai les bons outils pour jauger ou maximiser la valeur quand il s'agit du coût, du cash et du service? Ça sont des questions qui peuvent empêcher un petit peu le CFO de dormir la nuit. Et pourquoi en ce moment? Parce qu'on est, on est au moment, c'est ce que je disais, on peut bâtir les hypothèses d'un BP un peu plus solide. Avant, ce que disait Claudio, c'est qu'on avait tous les jours une information discordante, donc c'est très difficile de savoir où on va lorsqu'on n'a pas de visibilité. Aujourd'hui, on est sorti du confinement. On a de nouvelles réglementations ou nouvelles règles qui nous permettent de voir comment telle ou telle activité peut s'opérer, certes de manière compliquée et dégradée, mais au moins on peut faire quelque chose. Et puis on a la reprise de la demande en France et en Europe, donc on peut déjà commencer à opérer, il y avoir des hypothèses. On a également la capacité à appréhender les hypothèses de remboursement des aides que l'on a sollicitées. Et puis également, il faut regarder du côté de la Chine, puisque ce qui se passe en Chine, à peu près 4 mois après, ça se passe un peu chez nous. Donc appréhender la situation de la Chine et de ses capacités de reprise sur son marché, et puis également la façon dont elle alimente toute l'offre au niveau global, avec la reprise de tout ce qui est logistique, shipment, transport aérien, de manière à pouvoir être livré en France. Voilà, ça, c'est le pourquoi du momentum d'aujourd'hui. Et puis, il faut rester également attentif aux possibles récurrences de turbulences. On voit dans la presse, les annonces médias des remises à jour de nouveaux clusters. Il faut rester attentif là-dessus. Alors justement, donc le point clé, évidemment, c'est toujours le cash. Mais tu as parlé d'effet ciseaux. Qu'est-ce qu'il faut retenir là? L'effet ciseaux, maintenant, c'est le suivant. On part d'une situation de départ où les entreprises ont une situation de trésorerie plus ou moins dégradée. Elles ont obtenu des aides, peut-être que l'actionnaire a joué son rôle ou pas. Ces aides sont insuffisantes probablement. Et elles sont confrontées à un BFR de reprise, c'est-à-dire qu'elles ont un niveau de charge qui est à peu près identique à un niveau de charge courant, à un mois standard, alors que le niveau de revenu, il est probablement inférieur à un niveau de revenu standard. Donc, il y a un effet de ciseaux délicat. Le tout confronté ou combiné à un moment où il va falloir rembourser les premières aides, et ça commence à partir de juillet, ça va s'échelonner jusqu'à septembre. Et donc là, il y a un effet un petit peu dangereux qu'il faut anticiper et contourner. Et comment est-ce que je peux l'anticiper? C'est là que l'outil dont je parlais avant, qui était inexistant la plupart du temps, devient absolument indispensable. C'est un outil de prévision de cash moyen terme. Donc, on parle d'un business plan et d'un prévisionnel de trésorerie corrélé, le tout bâti sur une comptabilité à jour, qui permet cette fois-ci de bâtir tous les scénarios de risque qu'il faut anticiper. Et ça permet, de définir quel est le niveau de flexibilité de l'entreprise, quels sont les plans d'action à mettre en œuvre, les simuler, appréhender les impacts récurrents, non récurrents, et ça dans toutes les dimensions de jeu, qu'elles soient financières ou temporelles. Monitorer également, et c'est un point important par rapport à ce que disait Arnaud, alors je le pointe vers le haut, mais en fait, peut-être chez vous, il n'est pas en haut, moi chez moi, il est en haut, mais monitorer l'état éventuel de cessation des paiements, pas le faire une fois, mais tous les mois, voir où on en est, et visualiser son horizon de trésorerie, à quel moment potentiellement on heurte le mur suivant tel ou tel scénario. Et donc, il faut avoir des indicateurs de gestion de crise, il faut avoir des scénarios critiques, et non pas, et ça c'est vraiment la phrase qu'on n'aime pas entendre, c'est on a fait le BP, et donc on challenge un peu, et puis on nous dit, bah ouais, mais sinon ça passe pas, donc on l'a fait comme ça pour que ça passe. On n'est pas dans le réalisme. Je préfère avoir un BP qui passe pas et qu'on définisse les bonnes actions à mettre en œuvre pour faire que ça passe, et pas avoir le contraire pour que théoriquement ce soit beau sur le papier. Il faut également en profiter maintenant, c'est ce que je disais tout à l'heure, recréer du lien avec les protagonistes autour de l'entreprise. Ça commence par les actionnaires et les partenaires financiers, les informer pour les rassurer, et puis revoir tous les engagements actionnaires, évidemment, partenaires financiers, mais également compagnies d'assurance, fonds d'investissement, clients et fournisseurs significatifs, de manière à appréhender, c'est une réflexion qui va devoir commencer à s'opérer aujourd'hui, la structuration du financement. C'est peut-être pas le chantier d'aujourd'hui, mais demain et à très court terme, à partir de septembre, ça va être le vrai chantier, tout en surveillant, puisqu'on commence à discuter avec les autres, tout en surveillant tous les risques d'insolvabilité des tiers avec qui on est en interaction, les fournisseurs et les clients, et également les autres structures lorsqu'on est en situation intra-groupe, les autres structures du groupe. D'accord, merci Jean-Pascal. Alors, je rappelle à l'ensemble des participants qu'ils peuvent poser des questions en utilisant l'onglet
l'onglet QNR, la boîte de dialogue QNR, et qu'il n'hésite pas, on répondra à ce moment-là. Alors, toujours, donc, nous avons vu les aspects opérationnels et financiers de cette phase dite d'atterrissage. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos du droit, enfin de la présence et des règles de droit ou du droit spécial pour cette phase d'atterrissage, dans un propos assez condensé? Arnaud Pédron. Alors, pour cette phase d'atterrissage, en fait, l'urgence a laissé la place à l'innovation. Et une nouvelle ordonnance est arrivée, celle du 20 mai, qui a revisité le droit des entreprises en difficulté. L'objectif est à trois niveaux, trois mots qui sont importants. C'est efficacité, rapidité, flexibilité. Le but, c'est de permettre aux tribunaux de pouvoir traiter un afflux de procédures collectives qui est anticipé. Donc là, si on regarde l'image du tsunami, on profite que la mer se retire pour se préparer avant l'arrivée de la vague. Donc, c'est vraiment des outils qui sont mis en place pour pouvoir gérer un afflux de procédures. Par exemple, on renforce le pouvoir d'alerte du commissaire aux comptes, qui peut alerter plus rapidement le président du tribunal. On renforce l'efficacité de la conciliation, qui, encore une fois, qui est un outil qui est privilégié. Sa durée multipliée par 2, donc 10 mois au lieu de 5 mois, est confirmée. Dans la conciliation, on va aussi traiter de manière un peu plus coercitive les créanciers réfractaires, en leur imposant des délais de paiement avant qu'ils assignent, avant qu'ils mettent en demeure le débiteur, ce qui est un peu limite parce qu'on sort un peu de l'amiable, on est un peu dans le coercitif. On remet en place la suspension provisoire des poursuites qui avait disparu, cette fois-ci sur simple demande de l'entreprise en difficulté dans la conciliation. La sauvegarde accélérée est désormais ouverte à toutes les entreprises. Alors, qu'est-ce que c'est la sauvegarde accélérée? C'est une procédure hybride qui fait la suite à une conciliation. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé un accord à l'unanimité dans la conciliation, et donc on passe à une procédure collective et on arrive à un plan de sauvegarde qui est arrêté avec une majorité des 2/3 des créanciers. Eh bien, cette sauvegarde accélérée, qui est un outil hybride, qui est un outil moderne, en fait, maintenant est ouverte à toutes les entreprises. Donc, tous les seuils de chiffre d'affaires, de total bilan et de salariés ne s'appliquent plus. On a voulu aussi faire en sorte que l'adoption des nouveaux plans de sauvegarde et de nouveaux plans de redressement soit accélérée et facilitée. Par exemple, on réduit le délai de réponse des créanciers qui n'appartiennent pas au comité créancier. S'il y a un comité créancier, on peut consulter les créanciers par tout moyen. Élément très intéressant, on n'attend plus que chacun des créanciers ait déclaré sa créance, que le passif soit vérifié. On prend les attestations du commissaire aux comptes ou de l'expert comptable ou des déclarations de l'entreprise en difficulté et on regarde le passif à partir de là. Et c'est comme ça qu'on a vu, par exemple, dans un dossier très récent, au mois de juin, l'entreprise a permis d'avoir un plan de redressement en moins d'un mois. C'est un record. C'est un record. Donc, encore une fois, le but, c'est d'accélérer les choses, de pouvoir faire en sorte que ce soit flexible, d'accélérer. Pour ce qui est des plans de sauvegarde et de redressement qui étaient déjà en cours, on a voulu les renforcer. On a allongé leur durée de 2 ans, on peut les allonger. On a instauré un privilège de redressement ou de sauvegarde, c'est tout nouveau. C'est comme le privilège de new money en conciliation. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a du new money qui est apporté dans ce cadre de ce plan de sauvegarde ou de ce plan de redressement, les créanciers ont un avantage si, par exemple, par la suite, il y a une faillite subséquente. On a voulu également renforcer le droit à l'oubli et au rebond avec ces plans de redressement et de sauvegarde. Je m'explique. Quand un plan de sauvegarde ou de redressement est bien exécuté, il disparaît du CABIS au bout de 3 ans pour le plan de sauvegarde et au bout de 5 ans pour le plan de redressement. Eh bien, il y a une nouvelle mesure. Cette disparition du plan de sauvegarde du CABIS, donc cette publicité, va disparaître au bout d'1 an. Donc, ça veut dire qu'en fait, on ne verra plus qu'une entreprise fait l'objet d'un plan de sauvegarde ou d'un plan de redressement. Et ça permet à l'entreprise de rebondir plus facilement, de pouvoir qu'on oublie sa défaillance et lui permettre de pouvoir se restructurer et repartir sur de bonnes bases. On a voulu aussi faciliter la reprise en plan de cession, donc la reprise d'actifs en plan de cession, c'est un outil dont je reparlerai après, avec des nouvelles dérogations. Par exemple, on sait qu'un dirigeant ne peut pas faire une offre de reprise sur les actifs de sa propre entreprise. Maintenant, on est en temps de crise, donc ça veut dire que parfois, on peut se retrouver avec des sociétés qui sont à vendre, mais il n'y a pas de repreneur. Eh bien, on a voulu faciliter cette dérogation, de permettre au dirigeant lui-même de faire une offre de reprise à la condition que l'on sauve l'emploi. On a voulu également faire en sorte que ce plan de cession puisse être arrêté
que le repreneur soit choisi plus rapidement. Et pour ça, on a réduit, par exemple, des délais de convocation des co-contractants qui sont divisés par 2, 8 jours au lieu de 15 jours. Dernier élément, cette fois-ci, qui est moins sur la sauvegarde de l'activité, mais qui est plus sur le rebond et le droit à l'oubli. C'est-à-dire qu'on veut liquider rapidement. On veut liquider rapidement les entreprises qui ne sont pas viables. Et la liquidation judiciaire simplifiée, désormais, elle est ouverte à toutes les entreprises. C'est-à-dire qu'en fait, les seuils de chiffre d'affaires et de salariés, qui étaient de 750 000 euros ou de 5 salariés, sont supprimés. C'est-à-dire que toute entreprise qui dépose le bilan et qui demande une liquidation judiciaire peut bénéficier d'une liquidation judiciaire simplifiée. Et c'est un avantage énorme pour le dirigeant qui voit cette procédure clôturée très rapidement. D'accord. Merci beaucoup Arnaud. Alors, le temps passe, donc je rappelle que vous pouvez poser des questions. On observe d'ailleurs il y a désormais de l'amiable guidé d'une main de fer avec gants de velours, ce qui est quand même un point nouveau et intéressant. Ce qui nous amène au troisième temps, le déploiement, la croissance à moyen et long terme. Donc, on a parlé évidemment de monde d'avant, de monde d'après, de disruption. On n'est pas nécessairement en mesure de quantifier toutes ces transformations. En revanche, on sait qu'elles sont là. Comment se préoccuper du retournement ou de ce qui va arriver demain par rapport à tout ce que vous venez de dire? Et je vais peut-être commencer par poser la question à Claudio. Oui, alors, c'est très difficile, bien entendu, d'anticiper ce qui va arriver. Et on a vu tout à l'heure que faire des leçons a posteriori est toujours plus facile que de réfléchir en amont. Toutefois, tu disais, Arnaud, en introduction, et je pense que c'est quelque chose dont il faut qu'on tienne compte parce que c'est une période où il faut avoir de la lucidité et ne pas faire des plans sur la comète. Jean-Pascal, tout à l'heure, parlait des business plans qu'on fait pour que ça passe. Et finalement, voilà, tu as rappelé, Arnaud, en introduction, que la prévision, c'est quand même une baisse du PIB de 9%. Avec une reprise en fin d'année, et sinon, on sera plutôt entre moins 11 et moins 14. Donc, globalement, les conséquences vont être colossales et elles sont devant nous et elles vont être là pour plusieurs années. Ça, je crois que c'est quelque chose. On a beaucoup vu des consultants faire beaucoup de théories sur des reprises en S, en V, en W, en racine carrée, m'a-t-on dit encore récemment. Bon, tout ça n'a pas beaucoup de sens, mais le fait est que devant nous, on a une période extrêmement difficile. Qu'est-ce qui va se passer? On va avoir globalement une baisse des chiffres d'affaires, une baisse des revenus, tant en volume qu'en valeur, une pression sur les prix, donc sur les marges brutes, des cash flows en baisse, alors même que les entreprises se sont réendettées ou ont tiré leur RCF. Donc, on a beaucoup parlé des PGE, etc. Mais globalement, on a une situation qui va devenir extrêmement explosive. Et donc, l'avenir, quelque part, les solutions sont malheureusement je veux dire, assez similaires selon les secteurs et les entreprises. Maintenir une pression sur les coûts et réduire les coûts. Et là, tout doit être regardé sur les coûts directs, les coûts indirects, les coûts de personnel, les coûts hors personnel, les achats stratégiques, les achats non stratégiques. Il y a des approches de type budget base zéro, mais il y a des approches plus simples parfois et plus réactives qui peuvent être mises en œuvre. En tout cas, les coûts doivent être passés au crible et absolument maîtrisés dans cette période. Ça nécessite aussi de revoir le footprint industriel ou ses implantations commerciales, là encore sans tabou, repenser véritablement où on veut être et pourquoi. Ça peut passer aussi, l'avenir peut passer par une simplification du portefeuille de produits, de services, une réduction du nombre de références ou de SKU. La rationalisation de la base client également, mieux travailler commercialement, la fidélisation, mieux travailler la loyauté, la réduction du churn. Et puis, on en a parlé déjà dans les phases précédentes, mais c'est un travail tellement colossal qu'il va durer longtemps, c'est la fiabilisation, la flexibilisation de sa chaîne d'approvisionnement. Là, je crois qu'il y a vraiment beaucoup de travail à faire. Ça donnera lieu peut-être d'ailleurs parfois à des opérations d'M&A, du distress d'M&A, avec des intégrations en amont, en aval de la chaîne de valeur. Mais il va y avoir des recompositions à ce niveau-là. Alors, c'est stratégique du coup, ça amène sur de la stratégie. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, finalement, les pistes que j'ai envisagées, ou en tout cas les solutions que j'ai évoquées là, ne sont pas stratégiques, elles sont très opérationnelles. Et si faire tout ça est nécessaire, ce n'est probablement pas suffisant.
on a insisté, Jean-Pascal et moi, et je le fais encore une dernière fois, sur le sens et la remobilisation autour d'un véritable projet d'avenir. Je pense que cette crise qu'on a vécue a quand même montré qu'il faut être solidaire, a quand même montré que collectivement, on va faillir collectivement ou s'en sortir collectivement. Et donc, à un moment donné, une question, c'est quand même de comprendre comment cette pandémie va transformer la culture d'entreprise, comment va transformer notre manière de travailler avec nos employés, avec nos clients, avec nos fournisseurs. Et là-dessus, il y a un chantier énorme qui nous arrive aussi avec les nouvelles technologies et la digitalisation qui probablement va encore s'accélérer et devrait permettre de concrétiser aussi une nouvelle vision d'avenir pour nos entreprises. Merci beaucoup, Claudio. Ça sera collectivement que l'on s'en sortira. C'est effectivement la position d'Angela Merkel hier au Parlement européen lors de sa déclaration, ce qui montre peut-être que l'axe franco-français n'est pas mort et que le moteur est toujours là. Je me tourne vers Arnaud Pedron. Dans cette phase de reprise, qu'est-ce que le droit peut apporter? Oui, je vais le dire très rapidement, mais juste un point, et je pense qu'on sera tous d'accord. Dans cette période, il faut faire appel à des experts, que ce soit en juridique, en finance ou en opérationnel. Faites appel à des experts du restructuring. C'est très important parce qu'on pourra en reparler, mais c'est un fusil à un coup, il ne faut pas se tromper. Alors, au niveau juridique, moi, je vois deux éléments importants. Le premier, c'est des opérations de ce qu'on appelle le distress M&A, de reprise d'entreprise en difficulté. Il va y avoir beaucoup d'opportunités et il faut utiliser l'outil du plan de cession, qui est un très bel outil. C'est ce qui permet en fait de faire du cherry picking. C'est-à-dire, vous prenez un panier, vous mettez les actifs que vous voulez mettre dedans, les contrats, le nombre de salariés que vous voulez reprendre. Vous ne reprenez pas les dettes, vous ne reprenez pas les sûretés. Et ça vous permet de packager une entreprise à partir d'une ancienne et de faire une offre de reprise, de proposer un prix. Et c'est vraiment un outil très flexible et très intéressant dans notre cas de crise actuelle. Et en plus, cet outil peut être amélioré. Il y a une option hybride qu'on appelle le pré-accession, c'est-à-dire d'utiliser la conciliation en phase amiable pour préparer une offre dans un bon contexte, dans un contexte de confidentialité sans destruction de valeur. Et lorsque l'offre est préparée, on dépose le bilan et on switch vers un plan de cession classique. Et ce qui permet en fait d'avoir un plan de cession pré-négocié et préparé à l'avance. Ça s'appelle le pré-accession et c'est un très bon outil qu'il faut utiliser. Le deuxième élément, c'est utiliser la conciliation, c'est-à-dire anticiper les difficultés des entreprises. La conciliation, le mandat ad hoc. Et on va voir qu'avec tous les PGE qui sont sortis, par exemple, on a voulu financer de la destruction de valeur. Il faudra bien un jour rembourser ces PGE, par exemple. Donc, la conciliation doit être utilisée. Et la conciliation a beaucoup d'avantages, notamment la conciliation avec un accord homologué par le tribunal. La confidentialité, on limite la destruction de valeur. La flexibilité au niveau des solutions, une sécurité juridique pour toutes les parties et la conciliation, elle est adaptée à plusieurs situations. Restructuration de l'endettement, je viens d'en parler, reprise d'une entreprise en difficulté, une opération de carve-out, si ça concerne une entreprise en difficulté, il faut absolument le faire dans le cadre d'une conciliation homologuée. Et vous avez des passerelles possibles avec des solutions hybrides, on l'a dit, le pré-accession ou la sauvegarde accélérée, c'est-à-dire de commencer par une conciliation et finir par un plan de sauvegarde dans une sauvegarde accélérée flash, rapide. Et il faut aussi utiliser parfois les procédures collectives classiques lorsqu'on peut se le permettre, lorsque l'activité ne va pas trop souffrir de la destruction de valeur au niveau publicité. Le redressement judiciaire ou la sauvegarde classique peut être utilisé puisqu'on va geler quand même le passif pendant 10 ans, et on vient de le voir même pendant 12 ans maintenant. Donc, il faut savoir utiliser ces outils aussi pour pouvoir s'en sortir. Et en plus, par exemple, avec le redressement judiciaire, on vient de voir que des plans de redressement, maintenant avec les nouvelles mesures, peuvent sortir en un mois. Donc, c'est très rapide. De ce point de vue-là, on voit qu'il y a quand même énormément, il y a des outils, mais qu'il faut d'ailleurs utiliser à bon escient et qu'il faut connaître. J'ai bien aimé effectivement cette idée que nous sommes ici sur des opérations à fusil à un coup. Il ne faut pas se rater parce qu'on n'aura pas le temps d'expérimenter. Simplement, ce cadre juridique, en un mot, ne doit-il pas changer bientôt? Oui, tout à fait. Il y a une réforme qui est prévue et c'est amusant parce que en fait, notre droit a évolué avec l'état d'urgence sanitaire. On l'a modifié pour l'urgence. Avec l'atterrissage, on l'a modifié pour le rendre plus rapide et on a déjà commencé à utiliser des mesures qui sont prévues pour une future réforme. Et cette réforme, c'est une transposition d'une directive européenne du 20 juin 2019
qui va insérer des éléments de droit anglo-saxon tout en utilisant comme modèle la prévention à la française. Alors, je veux dire par quelques exemples. Par exemple, on va créer des classes de créanciers, ce qui n'existe pas actuellement. On n'a que des comités de créanciers. Actuellement, on a des classes de créanciers en fonction de leur situation, en fonction des sûretés qu'ils ont. On va créer aussi ce qu'on appelle le class cramdown. Je vais pas y arriver à le dire en anglais, mais en fait, c'est de pouvoir avoir une application forcée interclasse, c'est-à-dire qu'en fait, des classes de créanciers, on n'aura pas besoin d'avoir l'unanimité de toutes les classes de créanciers. C'est-à-dire que 2 classes de créanciers pourront imposer une solution à une autre classe de créanciers. On va aussi insérer le test de viabilité. On en a déjà parlé tout à l'heure. Je crois que Jean-Pascal en a parlé tout à l'heure aussi un petit peu. Un test de viabilité avant l'ouverture de la procédure collective. C'est un outil typique Best Interest Test anglo-saxon. Il va falloir s'adapter. C'est-à-dire qu'avant de prendre une solution, on regarde quelle est la valeur de l'entreprise, faire des simulations et de voir vers quoi on va en termes de solutions. À quelle échéance ces réformes? Alors, cette réforme doit intervenir vers le 20 juillet 2021 au plus tard. Et cette réforme, en plus, va être associée à une réforme du droit des sûretés qui va être modernisée, qui va être simplifiée et qui va pouvoir être mieux articulée avec le droit des entreprises en difficulté. Donc, on a un grand challenge en ce moment avec 3 phases: l'urgence pendant le Covid, l'atterrissage avec l'innovation et cette future réforme qui va arriver. C'est passionnant. D'accord. C'est passionnant, mais c'est compliqué. Ce qui veut dire que la phase de croissance à moyen terme va assez rapidement bénéficier d'un nouveau cadre juridique, normalement, tout à fait. Dans le sens de la flexibilité. Donc, on ne peut pas, du coup, apporter des solutions aujourd'hui sans tenir compte de cette évolution rapide. Ça, je pense que c'est un point qui est très important. Alors, nous allons, je le dis pour les participants, nous allons dépasser de quelques minutes quand même pour terminer, puis pour répondre à quelques-unes des questions. Donc, je préfère annoncer d'emblée que nous irons jusqu'à 10h15 maximum, hein, je dis pour vos anticipations. Et je termine ce tour de table sur la croissance à moyen terme en posant la question, finalement, en me tournant, pas posant la question, mais en tournant vers Jean-Pascal, d'un point de vue financier, le rebond. D'un point de vue financier, le rebond, on vit, et je vais reprendre un tout petit peu les propos tant d'Arnaud que de Claudio, oui, on vit des temps troublés, mais ce sont des temps passionnants, enfin en tout cas, ce qui se passe aujourd'hui est juste extraordinaire. Il faut bien en prendre conscience, que ce soit sur un plan juridique, opérationnel ou financier. Alors, compliqué, certes, avec des points de croissance en moins, c'est ce que disait Claudio. Les points de croissance sont importants, hein. Quelques points de croissance en moins, ça a un réel impact économique. Mais surtout, il faut prendre conscience que les référentiels d'avant ont disparu. Le Covid est l'un des facteurs les plus disrupteurs qu'on ait pu avoir. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un saut quantique dans l'inconnu, sans savoir ou sans pouvoir s'appuyer sur le passé. Donc, c'est une phase de brainstorm intense, il y a beaucoup de stratégiques, il y a peu de temps, c'est un fusil à un coup. Et aujourd'hui, je ne vais pas avoir beaucoup de temps pour exprimer tout ce qu'on pourrait faire sur un plan financier. Mais si je dois limiter mon propos, on va partir du principe que les entreprises, sur les 2 premières phases, se sont équipées. Et aujourd'hui, l'objectif est d'aller à un niveau granulaire un peu plus loin, de stabiliser la situation. Et l'idée ici, c'est d'aller chercher une structure d'endettement adaptée à la stratégie de l'entreprise, hein, qui aura évidemment été modifiée, la stratégie de croissance d'entreprise, de retour à la croissance et puis aux attentes des actionnaires. Une des questions, parmi les questions que l'on peut se poser dans ce cadre-là, c'est les modalités de choix de remboursement du PGE. Le PGE se rembourse sur 5 ans, peut se rembourser de manière in fine, peut se rembourser au bout de 12 mois. La question, c'est est-ce qu'on maintient le PGE, on l'étale le plus possible, ou alors est-ce que je le rembourse le plus vite possible, de manière à pouvoir aller avoir un endettement qui me permet d'avoir une logique de fonctionnement avec mes actionnaires, puisque si j'ai un PGE, même si ce n'est pas interdit, l'esprit, ce n'est pas que j'aille verser des dividendes à des actionnaires, surtout s'ils sont étrangers. Au-delà du PGE, je peux avoir une renégociation plus granulaire avec certains autres de mes créanciers. Je vais parler notamment des créanciers immobiliers qui ont été peut-être mis un peu de côté pendant cette phase de repli sur soi et puis de redéploiement. Je vais réengager évidemment le financement des CAPEX, mais il faut réétudier effectivement quels CAPEX on fait et qu'on redéploie au regard de la stratégie qu'on aura redéfinie. Il faut rester prudent sur les risques de sous-performance structurels ou à court terme. Limiter sa vulnérabilité au regard de ses prêteurs, de ses fournisseurs et de ses clients. Et puis, toujours, alors ça fait des années que je fais ce métier, ça fait des années que je le dis, mais toujours maintenir, et encore plus aujourd'hui, une culture cash
Aujourd'hui, la culture cash, ça doit devenir une religion. Et si on a dit cash is the new emperor, et si on devait effectivement faire une métaphore avec la religion, cash is the new pope. Voilà, il faut réellement avoir comment dire, la cellule de risque, la maintenir, cette cellule de cash, il faut la maintenir et la renforcer. Voilà. C'est véritablement le phare dans la nuit, ça aide. Et donc aujourd'hui, et pour conclure sur mon propos, sinon je pourrais rester très longtemps, mais le respect de toutes ces préconisations, ce n'est pas évidemment le facteur de la croissance, mais c'est ce qui va permettre, c'est un gage de sécurisation de la situation, pour envisager un retour à la normale, et encore ce mot est très relatif, puisque je ne sais pas trop ce que va dire normal demain, ça permet de préparer le véhicule à un mode plus tout-terrain, dans un environnement agité, incertain, dont les référentiels ont évidemment changé. Voilà. C'était ce que je voulais dire pour conclure. Oui, merci beaucoup. Effectivement, on voit bien que le new normal, comme on a pu dire, eh bien, on en cherche les déterminants. Qu'est-ce qui va être la norme? Je pense que ce point est important. Nous savons qu'on vit dans un contexte d'incertitude. La vie même est marquée d'incertitude. Mais là, on atteint des niveaux d'incertitude là où on avait des références. C'est ça, je pense aussi, qui est compliqué, c'est que nous avons fonctionné pendant très longtemps avec des outils qui sont développés, or, ils sont plus ou moins inopérants, ou en tout cas, il faut les adapter. Donc, je pense que c'était un maître mot de ce que vous avez dit les uns et les autres, c'était regarder avec lucidité et ne pas s'endormir sur des éléments qui seraient réconfortants, mais qui seraient en fait loin de la réalité. Ça, je pense que c'est vraiment un enseignement à avoir à l'esprit, et avoir aussi à l'esprit de ce que vous disiez les uns et les autres, le fait qu'on ne peut pas aborder ces questions-là en ayant une approche exclusivement juridique ou exclusivement financière et autres. On voit bien comment il faut avoir cette vision 360 désormais. Ça, je pense que ça fait partie des leçons importantes qui ressortent de vos interventions. Donc, je répète, n'hésitez pas à poser des questions. Il y avait notamment une question, et je pense alors, elle était notamment dirigée vers Arnaud Pédon, mais je pense que vous pouvez tous y répondre parce qu'elle est quand même très intéressante et très utile. La question, c'est est-ce qu'on ne risque pas de voir émerger des concentrations, des monopoles dans certains secteurs? Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que certaines entreprises, notamment des grosses entreprises, vont avoir justement du cash, ou vont en tout cas avoir des moyens d'intervenir, et qu'elles pourraient se lancer dans un grand mercato et absorber des entreprises. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque de concentration et de création voire de création de monopoles? Je ne sais pas qui est Moi, j'ai répondu par une question, est-ce un risque? Parce qu'en fait, notre tissu économique français est très fragilisé, il a besoin d'être renforcé. C'est sûr qu'il y aura des concentrations. Les entreprises sont sous-capitalisées. Je pense qu'on va arriver dans une période où on va de moins en moins aider les entreprises qui ne sont pas viables, passer la période d'état d'urgence sanitaire, et on va se concentrer de plus en plus sur des entreprises qui sont véritablement viables. Il y aura de moins en moins de conditions de sauvetage d'entreprise liées strictement à la préservation de l'emploi tel qu'il existe. Je pense qu'il va y avoir une sélection. Voilà, à mon avis, c'est ce qui va se passer. Et du coup, pour moi, ce n'est pas vraiment un risque. Oui, Jean-Pascal. Oui, non, juste pour illustrer le propos et faire part d'une conversation dans le cadre d'un de nos collègues experts et pour montrer effectivement l'appétence aujourd'hui d'entreprises qui ont des capacités pour faire des opportunités d'acquisition. Je pense à cette entreprise qui me sollicitait pour savoir si elle était éligible à un PGE, me disant voilà, je n'ai pas de difficultés liées au Covid, enfin, j'en ai quelques-unes, mais surtout, je voudrais avoir un PGE parce qu'on voudrait faire l'acquisition d'une entreprise. Bien évidemment, ce n'était pas le principe du PGE, et c'est pour vous montrer le mindset qui est plutôt positif. Voilà, et c'est très bien qu'il y ait ça. Qu'on continue et qu'il y ait des acquisitions et qu'il y ait de la création de valeur. Voilà. Ça, c'est important. D'accord. Alors, c'est vrai que sur cela, moi, ça me fait penser qu'il faut peut-être aussi avoir à l'esprit le renforcement dans le contexte actuel, tant national qu'européen, de ce qu'on appelle les IEF, c'est-à-dire les investissements étrangers en France pour la France, ou les FDI, donc les Foreign Direct Investment. Pourquoi est-ce que je soulève ça? C'est parce que pendant la période de la Covid,
période de crise sanitaire, on a renforcé les secteurs sensibles, stratégiques, soumis à contrôle d'investissement étranger. Donc ça, c'est un premier point. Donc ça veut dire que dans les opérations qui vont se poser, il ne faudra pas oublier cet aspect-là. Et puis surtout, peut-être attirer l'attention sur le fait qu'il y a eu du mouvement au niveau européen. En 2019, la Commission européenne a adopté pour la première fois un cadre, non pas contraignant, mais un cadre de coordination du filtrage des investissements étrangers fait par les États membres, ce qui est sans doute le premier pas vers un cadre européen, communautaire, de filtrage des investissements étrangers. Et donc, dans ce mouvement, effectivement, de restructuration et de rachat et autres, il faudra aussi tenir compte de cet aspect-là, je pense, qui va du coup jouer un rôle important demain, alors qu'il n'en jouait pas tant que ça, finalement, dans les années passées. Bien, nous avons largement dépassé le temps, mais je propose peut-être que, juste, je vais me retourner vers nos trois intervenants, est-ce que vous pourriez éventuellement, en un mot, faire part de ce qui vous semble être la priorité du moment, si on vient vous voir, en un mot. Moi, je dirais un mot, anticiper les difficultés, utiliser les outils de prévention des difficultés. N'attendez pas le dernier moment pour réagir, ne restez pas dans le déni. Tu as dit plein de mots, là. Il a dit un mot, professeur. Anticiper. Ouais. Moi, je dirais le cash. Le cash. Ce qui est assez logique pour un financier, mais quand même. Mais là, surtout. Oui, tout à fait. Donc, l'anticipation et le cash. Claudio ? Moi, je dirais simplement le courage. Le courage de voir la réalité telle qu'elle est et le courage de mener les actions qu'il faut. Alors, je trouve que c'est effectivement une très, très belle conclusion, le courage et la lucidité de regarder ce qui se passe et ne pas s'endormir derrière des constructions trop intellectuelles et complexes. Je vais rajouter un mot, l'espoir, avec le droit de pouvoir rebondir et de pouvoir atterrir à nouveau et de pouvoir repartir sur de bonnes bases. Très bien, courage et espoir. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Ce webinaire sera en replay et pourra être revu. Par ailleurs, nous publions Deloitte de manière générale ou le cabinet Deloitte Legaltage publie un certain nombre d'informations, de rapports et d'analyses en matière de difficultés des entreprises. Merci beaucoup de nous avoir suivis et en vous souhaitant tout de même un très bel été, puisque l'été est là. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.